Fabien Valos a grandi dans la ville de Troyes. Philosophe et historien de la cuisine, il raconte comment ces pires odeurs du monde, comme il les appelle, ont aussi sculpté son nez. Des étés ardéchois parfumés aux figuiers, aux effluves urbaines du métro parisien, puis aux notes de chou pourri et de jasmin d'Arles, Fabien Valos tisse une cartographie sensorielle sans détour. Spontané, son nez a un franc-parler qui ne vous laissera pas indifférent. Le goût pour la cuisine, il l'a hérité de sa grand-mère, dont les tartes aux abricots apaisaient les colères, et explique comment cet apprentissage silencieux l'a conduit à envisager le banquet comme une œuvre d'art. Accompagné de ses philosophes, il remet au goût du jour les banquets en ambigu du XVIIe siècle, qui permettaient l'interaction et la conversation. Car il sait la puissance des odeurs pour réveiller la mémoire, la pensée et l'intensité du monde. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment allez-vous ? Fort bien. Donc je vous cueille à Arles, chez vous, entre 2 voyages, parce que vous avez réalisé pour nous, il n'y a pas très longtemps, un banquet, un magnifique banquet, en l'honneur de l'inauguration du musée de la mode et du costume à Arles. Tout à fait. Fabien, vous êtes né dans quelle odeur ? Alors, je suis né dans quelle odeur ? Moi, je suis né à Troyes, dans les années 70. Donc, Troyes dans les années 70, c'est une ville qui est quand même un peu en perte de vitesse. C'est une ville un peu difficile. Et surtout, très vite, je suis allé vivre, parce que mes parents sont allés vivre dans une ville, une microscopique petite ville qui s'appelle Arcis-sur-Aube, qui n'a de valeur historique que le fait d'avoir vu Danton y naître. Mais surtout, cette ville avait une particularité saisissante, c'est que la ville a été structurée avec à l'est une déshydratation de luzerne et à l'ouest la 2e plus grosse sucrerie de France. Donc, les pires odeurs du monde. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pourtant, le sucre, on pourrait imaginer. On pourrait imaginer, mais le problème, c'est que le sucre, il faut emmener les betteraves. Donc, les betteraves sont lavées, épluchées, et tous ces eaux passent dans des bacs de décantation qui déversent une odeur de pourri et de chou. Et ensuite de ça, donc ces bacs sont régulièrement vidés, et après, les camions repartent pour répandre ça dans les champs. Donc, la ville était sillonnée par soit le jus de la betterave quand ça y partait, soit ce jus, et donc qui donnait une odeur de pourri. Vraiment, c'est vraiment une odeur de fermentation extrêmement désagréable. Et de l'autre côté, il y avait cette usine qui déshydratait la luzerne pour en faire des bouchons alimentaires pour le bétail. Et là, c'est pareil, ça sentait. Donc, j'ai vécu, quel qu'était le vent dans cette ville. Il n'apportait pas de belles odeurs. Non, c'était toujours une sorte de puanteur. Voilà. Donc, j'ai un peu grandi dans ça. À votre avis, ça vous a marqué ? Ah ouais. Ah non, oui, ça m'a profondément marqué. Moi, quand j'étais enfant, je pensais qu'on avait été punis pour être là. C'est horrible. Ah bah oui. Ah oui. Ouais. Vous en êtes parti à quel âge ? Moi, j'en suis parti à 15 ans, quand je suis devenu interne au lycée. Et de l'autre côté, moi, je passais mes étés dans le sud, puisque mes grands-parents étaient dans le sud. Et de l'autre côté, j'avais cette idée d'une autre odeur, l'odeur de la Méditerranée, l'odeur des platanes, surtout l'odeur des figuiers. Et que c'était un truc qui était, c'était une espèce de dualité un peu infernale entre ce que je connaissais de cette odeur et ce truc infernal. Avec les vacances au soleil et la figue et les odeurs de figue et de donc thym. Cette terreur de septembre, et c'est resté très longtemps dans ma vie, cette terreur absolue de septembre, qui était rentrée à l'école, et donc le début de la campagne des betteraves, et donc on va commencer à supporter cette odeur. Rajouter encore aussi cette odeur que moi j'ai grandi, moi je suis né dans les années 70, donc j'ai grandi dans cette région 70 et 80, le moment où on met toutes les merdes possibles dans les champs. Donc ces odeurs de potasse, toutes ces odeurs de chimie et de champs remplis de chimie en fait. Donc des champs à perte de vue, de blé, de maïs, de betterave. Non, une odeur pourrie. Ouais. Oui, alors moi qui pensais que vous alliez nous raconter autour de Troyes, le champagne, Pas le du vin. Non, puis en plus il n'y a pas de champagne à Troyes. Le champagne il est ou au-dessus du côté des Pyrénées, ou en dessous dans le sud de la Champagne. Et puis pareil, la viticulture ça sent pas si bon. Hein. Les caves, les cuves, tout ça, ça sent pas bon, ça sent le pourri aussi. Hein. Oui, mais alors ça peut être... On est d'accord. Par rapport aux engrais et pesticides, c'est quand ça même ouvre un petit peu plus... quelque chose de... Parce qu'on sait que derrière, ça va donner du vin. Ouais. Et ensuite, vous quittez cette région ? Oui, pour aller à Paris. Pour aller à Paris. Une autre puanteur. Un peu meilleur ou... Je sais pas, moi j'en ai gardé, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Paris, moi j'ai gardé encore des souvenirs très profonds et très douloureux de ces odeurs de rue,
ces odeurs de crasse, parce que Paris n'a pas toujours été une ville très propre, et puis surtout cette odeur très particulière du métro et des transports en commun, qui est une odeur qui vous quitte jamais. Hein. Et je l'ai encore. Qui n'est pas la même d'ailleurs. Alors moi personnellement, je trouve en fonction des lignes de métro. Ah non, c'est pas la même, bien sûr. Hein. Ouais. C'est-à-dire en fonction de l'orage, en fonction des matériaux qui sont utilisés. Ouais. L'odeur de la ligne 11 n'a rien à voir avec la ligne 13 avec la 4 ou la 13. ou la 13. Absolument. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, ça fait 5 ans. 5 ans que vous êtes arlésien. Oui. Arlésien d'adoption. Il y a d'autres problèmes d'odeur, puisque quelquefois, quand le temps est bas et que le vent vient du nord, on a l'usine de cellulose de Tarascon, qui elle aussi renvoie une belle odeur de chou pourri. Ouais. Voilà, qui fabrique aussi un truc à Arles. Et Arles qui est construite sur un marécage. Quand le temps est bas et que le temps est lourd, oui, ça sent les égouts, puisqu'il y a des remontées. Donc Arles aussi a une sorte de rapport à l'odeur... Qui est important aussi. Ah bah oui, parce que ça sent souvent mauvais ici, en fait. À ce point-là, mais en fait, ça vous a jamais quitté. Vous jamais. J'ai toujours vécu dans ces odeurs. Non, mais c'est vrai. Après, il y a des choses hyper cool. Oui. Quand on est au printemps, il y a des jasmins partout. Ça sent très bon le jasmin, etc. Mais Arles n'est pas la ville qui sent le mieux, non ? Non, ça, on est d'accord. Si Arles devait être une odeur, quelle serait-elle selon vous ? Bah, si c'était une bonne odeur, ce serait l'odeur des jasmins. Ouais. Si c'était une mauvaise, c'est l'odeur de la cellulose, cette odeur de chou pourri, en fait. Oui, mais qui est un peu l'odeur de Tarascon, malheureusement. Oui, mais qui est quand même si présente. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Et on le sait, c'est devenu une sorte de gimmick dans la ville. Voilà, quand on dit ça Tarascon, ça veut dire que... Ah ben oui, il y a carrément une expression. Ah ben oui. Et puis ça veut dire que c'est un indicateur de changement climatique. Parce que ça veut dire que les pressions sont basses, ça veut dire qu'il va faire pas beau, quoi. Ah oui. Ah oui, okay. Ouais. Surtout l'hiver, le matin, quand il y a des brumes, et que là, il y a cette odeur, comme ça, dès 6 heures le matin. Ouais, vous vous dites, ça va pas être une journée, ça va pas être la plus belle journée du monde. À quel point l'odeur peut avoir une influence sur notre journée, justement, notre humeur, pour vous? Pour moi, c'est très fort, ouais. Oui, je suis un peu sensible du nez, donc ouais. Vous êtes sensible parce que vous cuisinez? Depuis que je vous pense cuisinez que c'est aussi parce que je cuisine, et puis, puis je suis un peu accro à ça. Ces questions d'odeur sont importantes, ouais. À quel moment, est-ce que vous auriez la possibilité de dater ou peut-être un souvenir particulièrement prégnant où vous vous êtes dit, tiens, j'ai un nez en fait. Et il a une influence sur mon humeur, il a une influence sur ma joie de vivre, sur peut-être mon enthousiasme ou je ne sais quoi. J'ai un souvenir extrêmement précis qui a toujours été extrêmement fort, qui était un truc d'enfance. C'était quand j'arrivais chez mes grands-parents, donc je passais les étés chez mes grands-parents en Ardèche. Et mes grands-parents avaient une grande maison et il y avait un grand escalier qui était l'endroit le plus frais de la maison. Et ma grand-mère, il conservait les fruits dans cet escalier. Et il y avait les plateaux de pêche. Et l'odeur de ces pêches, quand je vous le raconte, j'en ai des frissons. L'odeur de ces pêches, ça pour moi, c'était l'odeur du paradis. Et ça c'était... Et ça me quittait pas, puisque je passais mon été avec cette odeur qui faisait ma journée. Et c'était une des premières choses que je faisais en me levant, c'était d'aller dans ce grand escalier pour sniffer cette odeur. Ouais. Et cette odeur, c'est encore aujourd'hui, sentir une pêche, c'est signe que la vie est sublime. Quoi. Ouais, que la journée va être belle. Ouais. Et qu'il y a tellement rien de plus beau qu'une pêche quand c'est mûr. Vous vous installez à Arles. Racontez-nous un peu à quel moment vous devenez, parce qu'on va parler un peu de philosophie, puisque vous êtes philosophe quand même. Comment est-ce que vous vous définissez ? On va dire artiste qui travaille avec la cuisine, historien de la cuisine. Il y a deux choses. Moi, j'ai commencé très tôt parce que gamin, ma grand-mère était une cuisinière absolument excellente. Vraiment, et quand je dis excellente, c'était vraiment une cuisinière remarquable, qui usait aussi de son génie de la cuisine avec un peu de perversité. C'est-à-dire pour faire accepter certaines choses. Évidemment, pour faire accepter certaines piques, certaines violences, certaines choses, etc. Et que tout compensait par la nourriture. Parce qu'elle faisait des trucs incroyables. Il y avait... Notamment, j'ai ce souvenir des pêches dans les escaliers, mais c'était là aussi où elle... Parce que c'était un ancien monde, donc c'est autre chose, mais elle faisait des tartes aux abricots qui étaient parmi les plus belles que j'ai mangées, et elle les mettait aussi sous une grille dans cette montée d'escalier. Et quand l'odeur de cette tarte aux abricots apparaissait, c'était là aussi un signe d'un modèle. Bon, donc ça a commencé avec ça. Ma grand-mère, qui appartenait à un autre monde, considérait que la cuisine, c'était pas pour les garçons. Donc, elle voulait pas que j'apprenne la cuisine, mais donc j'ai appris en regardant. Et puis après, c'est juste devenu une sorte de passion pour les amis et moi. Et c'est seulement assez récemment assez récemment. Il y a eu 2 dates. La première date, c'est 2008. C'est-à-dire, je suis jeune prof à Bordeaux. Et dans le cadre d'un workshop, la directrice de l'école de l'époque, qui s'appelait Guadalupe Echevarria, me propose de faire un grand banquet pour tout le monde. Et puis, quand le banquet a été fait, les artistes qui avaient été invités ont proposé aussi que cet objet puisse être considéré comme une œuvre. Et c'est là où ça a commencé. Et c'est tout ce travail que j'ai fait avec cet artiste américain qui s'appelle Ben Kidman sur cette question qu'on ne décide jamais de devenir artiste. C'est une décision collective. La seule chose qu'on peut faire, c'est décider d'arrêter d'être artiste.
Et c'est à partir de ce travail que j'ai commencé à travailler sur ces régimes performatifs, en sachant que moi, je sais faire la cuisine. Il y a plein d'autres choses que je ne sais pas faire. Mais la cuisine, je sais à peu près la faire. Donc, je me suis dit, tiens, allons voir ce qui se passe si performativement on fait à manger aux gens et qu'on le fait dans des cadres comme des musées, comme des lieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça joue? Et puis, plus récemment encore, parce que ça a été le truc le plus long, ça a été est-ce que je suis en mesure de clipser mes intérêts sur la cuisine et avec la philosophie? Ça a été plus compliqué. Il m'a fallu des années pour arriver à trouver le truc qui permettait de joindre les deux. Mais qui était important pour vous? C'était hyper important parce que j'avais l'intuition qu'il y avait un manque. Je me suis rendu compte que la philosophie ne s'était jamais intéressée à l'aliment. Est-ce qu'elle s'est intéressée à l'odorat? Non, pas du tout. Parce que c'est ce que j'avais là. Ouais. Ah, pas du tout. C'est ça. Non. Si la philosophie s'intéresse à l'odorat, elle s'y intéresse pour un truc, et qui est dans la philosophie antique, pas dans la philosophie moderne. Enfin, même si Nietzsche posera la question de se dire pourquoi on n'a jamais pensé à ça. Mais en tout cas, dans la philosophie antique, la seule chose qui fait que la philosophie peut s'intéresser à l'odorat, c'est un rapport à la métaphysique, puisque les dieux ne se nourrissent que d'odeur. Alors que nous mangeons, la différence entre l'alimentation terrestre et l'alimentation divine, c'est que les dieux boivent des choses étonnantes, mais c'est surtout qu'ils se nourrissent des fumées des sacrifices. Les dieux se nourrissent d'odeur, en gros. Ils nourrissent de fumée et d'odeur, alors que nous, il nous faut de la matière solide. C'est ça qui va faire un peu la distinction, et c'est ça qui va concevoir, dans une sorte de trame de la pensée antique, cette différence entre ces deux régimes alimentaires. Mais pour autant, c'est pas, ils ne vont pas y travailler non plus. Pas s'intéresser à... Après, Nietzsche, il avait justement l'homme qui est un être qui sent et qui, du coup, existe parce qu'il sent. Existe parce qu'il sent, ouais. Je me souviens plus de la phrase non plus. Exact. Est-ce que depuis toujours, l'odorat est trop animal? Mais en fait, c'est pas que l'odorat, c'est que les sens ne sont pas appréhendés par la philosophie. En général. En général. Que ce soit la vue, l'ouïe ou alors, les cinq... La vue est celle qui est peut-être la plus précieuse, parce que c'est celle qui permet de penser le monde et de configurer le monde. C'est celle qui permet d'analyser les objets du monde et d'en faire des concepts. A priori, on va dire ça comme ça, pour que ce soit le plus simple, mais c'est le sens qui est le plus important. Les autres, c'est pas terrible, hein. Il y a évidemment la musique, oui, parce que dans la philosophie antique, la musique c'est la seule chose qui est à peu près conservée et respectée. Mais c'est pas, en tout cas, les philosophes se sont jamais fondamentalement intéressés au sens. C'est un truc qui est pas. Il faut attendre Nietzsche qui pose la question, et après il faudra attendre très récemment. Un des premiers à s'intéresser à ça, c'est un philosophe français qui s'appelle Olivier Assouline, qui a écrit un livre qui est incroyable, qui s'appelle Philosophie du goût, et qui est le premier à se poser cette question que le goût est lié au sens, et que cette question, que le goût est lié au sens, cette question n'est pas traitée par la philosophie. Ce que traite la philosophie, c'est le goût en tant qu'évaluation, mais pas en tant qu'appréhension sensible du monde. Et ça, c'est un travail qu'il va falloir sans doute à un moment, se coltiner. Il va falloir le faire, parce que c'est pas fait encore. C'est pas fait, qu'il y a tout à faire. Il y a encore presque tout à faire là-dessus, ouais. Génial. Et donc vous, pour revenir sur le moment où vous cherchez donc ce lien philosophique avec votre passion de l'aliment, votre passion de l'aliment, comment est-ce que vous le matérialisez? Et bien justement, à partir de cette question, où je me suis vraiment rendu compte que la problématique centrale autour de tout ça, c'est que la philosophie ne s'en est jamais occupée. Jamais. Donc c'est une décision, et particulièrement parce qu'il y a ce fragment qui est donc dans le Gai savoir de Nietzsche, qui est publié en 1882, le fragment 7, où Nietzsche dit « Pourquoi, à ce jour, n'a-t-on toujours pas fait une philosophie de l'aliment et de la nutrition ?» Moi, cette phrase me reste gravée, et me restera gravée à vie. C'est toujours pas fait, hein. D'accord. 150 ans plus tard, c'est toujours pas fait. C'est plus ou moins court, mais c'est toujours pas fait. Dans toutes les philosophies, qu'elles soient philosophie occidentale ou orientale d'autres pays, c'est une question qui est particulièrement judicieuse et particulièrement complexe. C'est le problème de la terminologie de la philosophie. Est-ce que la philosophie peut être autre chose que ce qu'on appelle une philosophie occidentale? Parce que je pense que c'est un concept qui est inventé. Donc après, je pense qu'il faudrait utiliser d'autres termes. Dans le confucianisme, non, parce que c'est pas pris en compte. Il peut y avoir, dans certaines pensées en Inde, il peut y avoir cette question de la relation à l'ingestion. C'est-à-dire que ce qu'on ingère va permettre en fait une position cohérente de mon être dans le monde. Il y a toute une tradition qui est liée, que nous, on a quand même profondément oublié, en fait, qui est passée sur autre chose. C'est-à-dire que nous, c'est d'autres disciplines qui s'en sont occupées, notamment, entre autres, la pharmacopée ou la médecine, qui s'occupaient de traiter cette question-là. En Asie, en tout cas en Inde, parce que je ne connais pas toujours très bien tout, mais en tout cas l'Inde suffisamment, en Inde, il y a un truc sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a cette relation-là, ce que j'ingère va générer mon être. Mon être et donc mes conditions d'existence. Toute une partie des traditions en Inde sont liées à ça. En France, on a oublié... Enfin, en France, non, pardon. En Occident, on a oublié cette question-là. Alors, pour une raison qui est extrêmement précise, c'est que
parce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure pour votre question, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'à un moment, j'ai essayé de comprendre, et ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'est une décision de la philosophie en Occident de ne pas s'occuper de l'aliment. Et donc, je me suis longtemps posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ? Donc, ça a été un peu long, ce travail. Il a fallu que j'arrive à accepter de comprendre ce que je voyais, et surtout d'arriver à interpréter entre les lignes. Et le travail, il est achevé, il est achevé avec Aristote. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a 2 inventions qui sont faites au 5e siècle avant notre ère, et ces 2 inventions, c'est la philosophie. La philosophie, ça n'a rien à voir avec la sagesse, hein. La philosophie, c'est un truc qui traite de nos modes de préoccupation, qui s'intéresse aux manières avec lesquelles on est préoccupé par le monde. Alors vous allez me dire, l'aliment devrait en faire partie. Bah oui. Ouais, sauf que au 5e siècle, et c'est ça qu'il a fallu que je comprenne et qui a été long, c'est qu'au 5e siècle avant notre ère, on invente un autre concept, qui est le concept le plus révolutionnaire à cette époque-là, qui est le concept de la politique. C'est assez logique, en fait, pour l'époque. Et la grande thèse, finalement, d'Aristote, c'est de dire tout ce qui relève de approvisionnement, fourniture, alimentation, tout ça, c'est à la politique. C'est à la politique. Ok. Sauf que la politique... Elle ne va pas s'occuper de... non, parce que la politique a tout filé à l'économie. Et donc, nous, en fait, on a un traitement de l'aliment qui est depuis l'économie, et l'économie n'a que foutre de savoir si ça nous met bien ou pas. Tant qu'on dépense des trucs et tant qu'on achète du sucre, tout va bien. Et la condition centrale, en fait, elle est arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire que si la politique avait fait son travail, et si la politique continuait de faire son travail, elle s'occuperait, nous nous occuperions collectivement de ce que nous sentons, de ce que nous buvons et de ce que nous mangeons. Or, c'est pas le problème. Donc, on arrive à un point de traumatisme du vivant parce que, collectivement, on s'en fout de ce qu'on peut sentir, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on peut boire. D'où le fait que ça sente mauvais, d'où le fait que l'eau ici soit une catastrophe tellement elle est dégueulasse, parce qu'elle sent mauvais, l'eau ici, elle est mauvaise. Et le fait qu'ici, les aliments sont bien. Mais voilà, et c'est un problème massif, et c'est ça qu'il faut que j'arrive à continuer de travailler sur ce moment où ça dérape, en fait. Ça, voilà. Et la philosophie s'en est jamais occupée, ça n'a jamais été son problème. Est-ce que le fait que la philosophie s'en préoccupe, puisque ça n'a jamais été fait, reprenne en fait de la politique, vu qu'on a établi qu'il y a un échec au niveau de la politique, est-ce que ça pourrait s'imaginer ? Enfin, j'affabule, mais peut-être... Ah oui, donc ça peut s'imaginer, mais ça va être le projet pour les années à venir, d'essayer de tenter de produire une philosophie de l'aliment, ou de l'alimentation du moins, ou une philosophie de l'ingestion. Après, ça veut pas dire que ça changera quoi que ce soit. Parce que la question, c'est qu'il faut aussi considérer que la philosophie, c'est très cute, mais c'est assez inefficace. Non, mais c'est vrai, il faut aussi se l'avouer. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, c'est inefficace sur le moment. C'est aussi ça qui est si compliqué. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des révolutions qui ont été faites en philosophie qui 2 siècles plus tard ne sont toujours pas... C'est très lent, l'inertie de la philosophie. En tout cas, l'inertie du commun est si lente que c'est pas pour autant qu'on produit une révolution en philosophie. Au XXe siècle, on a produit des révolutions sur la métaphysique avant que ça nous touche. Pouf, on fait l'inverse aujourd'hui. Donc voilà, l'inertie du commun est totalement disproportionnée par rapport à la... En tout cas, après, si la philosophie s'intéresse à la chair et à ce qu'on mange, peut-être ça ira plus, ça sera plus efficace. Mais à un moment, il va le falloir. Il va le falloir parce qu'il va falloir penser à une question qui va être cruciale. C'est que mon autre hypothèse par rapport à ça, c'est de considérer que le coup de génie de la naissance de la philosophie, c'est ce moment où Platon va inventer un concept qui est le concept de la doxa et qui est lié à Socrate. C'est-à-dire que Socrate meurt, empoisonné d'ailleurs. Il meurt, et quand il meurt, il se libère d'un truc qui est la doxa, c'est-à-dire l'opinion néfaste. C'est-à-dire qu'il y a la doxa, ça produit un empoisonnement, et que le début de la philosophie, c'est de se préoccuper de l'idée que nous nous empoisonnons de la mauvaise idée, de la mauvaise opinion. Ce qui, pour notre actualité, est très forte. Sauf que moi j'émets l'hypothèse qu'il va falloir travailler maintenant un deuxième empoisonnement, qui est l'empoisonnement de nos corps depuis l'alimentation, depuis ce que nous respirons, depuis ce que nous buvons, et qui est donc un double empoisonnement. Mais ça, c'est tout nouveau pour le penser, parce que c'est un truc qui est hyper récent dans l'histoire de l'humanité, de s'empoisonner autant parce qu'on mange. Bien sûr. C'est prouvé en plus. Et c'est totalement prouvé. Et ça va pour nos conditions d'existence, ça va être foudroyant cette affaire. Et ça va être essentiel d'en prendre conscience de manière très rapide, parce que sinon... Sauf que l'économie continue de gérer notre alimentation. Ah bah oui, parce qu'il faut faire de l'argent. Ouais. Peu importe que l'eau soit pas bonne. Tant que vous payez votre abonnement, tant que vous achetez, c'est le principe. C'est comme ça. Pour revenir justement à la philosophie des odeurs qui n'existent pas,
de l'olfaction qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister, parce qu'en fait, la philosophie du goût... Dans le goût, il y a aussi, il faudra intégrer ça. Voilà, l'olfaction est en fait une part du goût. Absolument. À part donc, ce que vous avez cité, aujourd'hui, pas de jeunes philosophes qui se saisissent de ce type de non, mis à part, problématique. Non, mis à part Olivier Assouline, il y a aussi un jeune historien de l'art qui s'appelle Jeremy Kering, qui lui travaille sur l'iconophagie, c'est-à-dire l'idée d'absorber les images, donc qui sont liées à des rituels, qui sont liés aussi à des questions de goût, des questions d'odorat. Parce que un des moyens quand même pour clipser la philo et l'odeur, c'est quand même de considérer que l'odorat est le sens le plus puissant en termes de prégnance, et surtout qu'il est lié à un système de mémoire qui est extrêmement fort. Et que la mémoire passe de manière colossale par l'odeur, et c'est un lieu très très fort de travail. Donc la question de cette mémoire, de cette mérimna, comme disent les Grecs, c'est-à-dire d'une préoccupation au monde, elle est liée à la question de l'odeur. Et que ça, je pense qu'il y a tout un travail à faire autour de ça. Ouais. Vous, en tant que professeur de philosophie à l'école de la photographie d'Arles, qu'est-ce qui vous importe d'apporter à vos élèves dans le cadre de cet enseignement? Parce que vous parliez de ce jeune philosophe qui parle d'iconophagie. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour des jeunes étudiants en école de photographie de recevoir de la part d'un enseignement philosophique? Alors pour moi, il y a deux choses absolument fondatrices. La première, c'est une amplitude dialectique. C'est-à-dire que moi, je suis censé essayer de les ouvrir à la complexité. Plus on prend en compte la complexité, plus on est en mesure de produire de la dialectique. C'est-à-dire de comprendre que les choses ne sont pas faites pour aller ensemble, mais que les choses sont faites pour générer des combinatoires. Et que la combinatoire, c'est de la dynamique. La question, c'est pas de produire une synthèse, c'est pas de faire thèse, antithèse, synthèse et dire à la fin, il n'y a qu'une seule chose vraie. La question, c'est de combiner. Et dans la combinatoire, de comprendre qu'il y a des dynamiques, et que cette dynamique, il y a des philosophes, par exemple, comme la philosophe Catherine Malabou, qui appelle ça la plasticité, et notamment le cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le cerveau prend toutes sortes d'informations, et à une vitesse hallucinante, va les combiner. Alors voilà, il y a des choses qui sortent en fonction d'un état, et que cet état est lié au sens, et particulièrement à l'odorat. Et la deuxième chose, j'essaye de leur donner une manière qui est pas une manière de se dire « je vais dater les choses », mais quand même une manière de comprendre tout ne fonctionne pas de la même manière. Et particulièrement l'idée que ce qu'on appelle une image, parce qu'on appelle une image aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une image au XVIIIe, et encore moins avec ce qu'on appelle une image au Ve siècle avant notre ère. Et que c'est ça que j'essaye de leur faire comprendre, que les concepts sont ductiles, c'est des objets qui ne cessent d'évoluer, et qu'il y a une instabilité, que comprendre le monde, c'est comprendre cette instabilité, et à partir de ça, on peut faire de la combinatoire et faire de la dialectique. C'est ça que j'essaye de leur donner, d'essayer de leur dire que finalement la philosophie, ça sert à ça. À réfléchir. Oui, voilà, à réfléchir et pas assumer des vérités comme ça, comme des dogmes. Voilà. Est-ce que la philosophie est capable d'éveiller les sens ? Oui, en soi, oui, c'est pas son rôle. Je ne pense pas que ce soit son rôle premier. Est-ce qu'il y a des textes philosophiques qui vous éveillent certains sens ? Parce que je pense à la littérature. La littérature, évidemment, on a en tête la Madeleine de Proust, donc cette magnifique description. La pièce montée chez Flaubert, dans Madame Bovary, exactement. Etc. Ouais. Est-ce que des textes philosophiques ont pu éveiller certains sens ? C'est un peu une colle. Je vous laisse réfléchir, vous avez 5 secondes. Comment je peux répondre à ça ? Parce qu'effectivement, si je prends par exemple la manière avec laquelle Proust, par exemple, peut notamment décrire cette asperge, cette page complète sur l'asperge jusqu'à l'odeur de l'urine, etc., ou que je peux penser, en plus j'en rediscutais avec une amie il y a quelques jours, cette description incroyable de la pièce montée chez Madame Bovary, oui, ça éveille des sens, ça éveille de la gourmandise, ça éveille des trucs, ce que la peinture peut faire aussi. La philosophie, c'est un peu différent, ça éveille pas exactement ça. Alors si, il y a quand même un truc qui peut l'éveiller, quand même, je vais quand même qui est cette question qui est contenue chez Nietzsche et chez Heidegger, de cette question du Trunkenheit, c'est-à-dire de cette ivresse. Ce fameux truc que Nietzsche va chercher chez Dionysos, qui est que il y a un état d'ivresse, alors qui n'est pas un état d'ivresse tel qu'on faut l'imaginer comme... En allemand, c'est Trunkenheit, qu'on traduit par ivresse de la sobriété. C'est quelque chose qui fait que simplement, j'augmente ma surface de réception. Et donc, ça introduit évidemment ce qu'en philosophie contemporaine, on appelle les régimes d'intensité. Et tout d'un coup, il y a une intensité parce que j'ai besoin de son, parce que j'ai besoin d'odeur, et que c'est ce régime d'intensité. Ma réponse, elle serait là. Si la philosophie peut ouvrir un sens, c'est ça. À partir des théories de l'ivresse chez Nietzsche jusqu'à la théorie de l'intensité chez Tristan Garcia ou chez les philosophes contemporains. Ouais. Et dans le cadre des banquets que vous organisez,
Vous insistez beaucoup sur vous vous appuyez sur des textes de philosophie. Oui, tout le temps. Expliquez-nous un petit peu justement votre idée, votre envie à travers l'organisation de ce que vous appelez les banquets. Alors, quand vous dites banquet, évidemment, on pense au banquet de Platon. Évidemment. je suis désolée, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais... non, pas du tout. Plusieurs choses. Pourquoi je fais des références ? Parce que l'idée, c'est que quand je fais des banquets, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je m'intéresse surtout d'abord à la question de la performativité. C'est ça qui m'intéresse. En sachant qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais parmi les quelques trucs que je sais faire, c'est un peu la cuisine. Donc, à un moment, je me suis dit, voilà, si je fais à manger, je peux travailler sur la performativité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réaliser un truc, qui est donc de réaliser une table pour un nombre de personnes. Et des deux choses qui m'intéressent, c'est de réfléchir avec le ou la commanditaire à cette mise en place de cet objet. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent pour un truc qui est flingué en quelques minutes. Et ça, il y a un truc qui m'intéresse sur cette histoire de cette consommation et la dépense. Il y a un régime qui est très ancien et que cette question on va exister avec les autres et que la condition d'existence avec les autres va supposer à un moment une dépense. Il va falloir générer beaucoup d'énergie, produire des choses, et puis on va tout consommer, tout boire, etc. Et que cette consommation va générer un régime d'intensité qui va ouvrir un truc. Et donc, voilà, et particulièrement pour le banquet que j'ai donné pour Fragonard, le musée du costume, j'ai écrit ce petit texte, ce petit livre, où je reviens un peu comme ça sur une généalogie du concept de banquet, pour essayer de comprendre que voilà, ça génère des régimes de performance, c'est-à-dire des régimes d'intensité, et que c'est ça qui m'intéresse. Et puis après, il y a ce qui se passe avec les gens, où là, moi, je contrôle évidemment absolument rien. C'est pour ça que je dis que moi, j'aime pas parler quand je fais des banquets, etc. Et que voilà, je laisse les gens se débrouiller avec leurs régimes moraux, c'est-à-dire jusqu'où ils vont aller dans cette acceptation de quelque chose qui va déroger le cadre autoritaire du service. Parce que la grande tradition, en tout cas en France, c'est d'avoir imaginé que ce régime délirant de la jouissance par la nourriture va être cadré par un régime très autoritaire du service. Et donc, il y a des codes, il y a un nombre incalculable de couverts, de trucs, etc. Et qu'il y a ce code. Moi, je flingue tout, puisque moi, je fais ça sur un truc qui a été fait au XVIIe, qu'on appelle les banquets en ambigu. C'est-à-dire que je mets tout sur la table. Parce que Grimaud de la Reynière, plus tard, dira que c'est le pire truc qui existe, parce qu'on se transforme en des espèces d'êtres sauvages, on se jette sur la bouffe, et on oublie de penser ce que sont les régimes de la bienséance. Et ben moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de voir un peu comment les gens... et rien ne me produit plus d'intérêt que de regarder comment ça se passe. Et puis, il y a des gens pour qui ça marche, d'autres pour qui ça marche pas. Et c'est... voilà. Après, quant à la question du banquet de Platon, c'est très différent, puisque le banquet de Platon n'est pas un banquet. Le banquet de Platon, c'est ce qu'on appelle un symposium en grec. Un symposium, c'est sympoto, sym qui veut dire avec et poto qui veut dire boire, je bois. C'est-à-dire que c'est juste un lieu où on boit, le symposium. D'ailleurs, c'est une grande connerie. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait traduire ce banquet autrement, parce que c'est pas un banquet. C'est un bar. C'est un bar. Voilà, c'est un bar privé. C'est un apéro. C'est un comptoir. C'est un gros apéro à la maison. Et parce qu'ils mangent quasiment rien. Ils ont 2-3 trucs à manger au début, mais ils sont là pour boire. Et d'ailleurs, ils disent même dans le banquet qu'ils vont, parce qu'ils se sont pris une grosse berle la veille. Et ils disent que, comme ils ont un gros casque, ils se disent qu'ils vont y aller très très doucement et qu'ils sont là pour papoter, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est plutôt une excuse pour papoter. Le banquet de Platon, c'est une excuse pour parler et faire de la philo. Ouais. Et faire de la philo. Ouais. Et à votre avis, on a une idée des recettes, de ce qu'on pouvait sentir dans ces plats ? Oui, on a une idée. On sait que les Grecs ont une habitude qu'on a conservée encore aujourd'hui, évidemment, qui est les Grecs anciens, qui est que tout symposium ou même truc, etc., commençait toujours par ce qu'on appelle une xénia. Xénia, qui est la même racine que xénos, qui veut dire l'étranger. Les xénias, c'est ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, c'est la même racine dans le monde, en Maghreb, qu'on appelle une kémia, ou les mezzés, ou les antipastis. C'est-à-dire, c'est ce moment où, pour accueillir l'autre, je vais lui mettre 40 plats différents. Comme ça, il trouvera toujours son intérêt. Même s'il y a des choses qu'il n'aime pas, au moins, il arrivera à comprendre et naviguer autour de ses différents goûts. Et puis, l'autre truc, c'est aussi montrer que... voilà, je suis suffisamment généreux parce que techniquement, c'est compliqué, etc. Donc, on peut imaginer que ça commence par des xénias et que les xénias, chez les Grecs, c'est toujours des petites choses. Il y a des olives, il y a du pain, il y a des poissons, il y a quelques légumes. Donc, on peut imaginer une odeur assez précise pour ça. Dans le cadre du banquet de Platon, il ne mange pas autre chose qu'une xénia parce qu'il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de repas. Donc, il faut imaginer ça, cette petite odeur de ces petits plats. Donc, probablement une odeur assez saline. Et ensuite, ils boivent. Donc, ils boivent du vin coupé,
puisque c'est comme ça qu'en grec, c'est du vin qui est soit coupé avec de l'eau de mer, soit avec de l'eau de mer. Ouais, avec de l'eau de mer, qui donne un... oui, c'est assez étrange, mais en fait, quand on s'y habitue, ça donne un côté un peu salin qui est assez étonnant, soit coupé avec des trucs beaucoup plus sucrés. Ça donne soif, surtout. Non, parce que c'est des vins qui sont... Il y a beaucoup d'eau et c'est des vins qui ont peu de titre alcoolique, visiblement. Donc, d'accord. Oui, mais le fait qu'il soit salé, ça n'amène pas à en boire des litres et des litres. Si, ouais. Probablement. Mais c'est pour ça que nous, par exemple, il faut imaginer un petit peu comme nous, on peut avoir une fascination, par exemple, pour un dirty martini. Martini dans lequel on met un peu de saumure d'olive. Ouais. Parce que ce sel vient, ou quand on met du sel autour d'une... Bien sûr. Parce que ce sel vient ouvrir l'appétit, etc. Donc, il faut imaginer des vins un peu alcoolisés. Les vins sont toujours dans des jarres. Dans des cratères, donc voilà, il faut imaginer ça. Et l'autre truc qu'il faut imaginer qui est extrêmement important, parce qu'il y avait cette idée de qu'est-ce que serait l'odeur du banquet de Platon, et moi ça fait des mois que je me pose cette question. En fait, il faut s'imaginer, c'est à l'intérieur, donc évidemment c'est dans une maison fermée, c'est au mois de février, donc il fait froid. Pas du tout imaginer qu'on est dans la Méditerranée avec des cigales qui hurlent derrière, etc., avec des œufs, pas du tout, il fait froid. Donc il faut imaginer qu'on est dans une odeur d'intérieur, donc avec des bois cirés et avec des odeurs de feutre, parce que tout le monde a des manteaux de feutre et des couvertures de feutre. Donc c'est un peu ça qu'il faut imaginer, une odeur plutôt presque un peu animal, justement. Un peu animal et un peu laine, hivernal. Ouais, c'est ça, de feutre et de laine, ouais. Ah, bien, avec ces odeurs un peu salines, des petits mezzés là, et puis... Voir, il y a peut-être un feu quelque part. Oui, exactement, et il y a un brasero, forcément. Donc il y a une odeur de braise et de fumée, ouais. Peut-être qu'il est propice à la réflexion. Est-ce qu'il y a des odeurs qui vous, par exemple, Fabien, vous amènent à la réflexion? Vous saurez plus... Ah, ouais, il y en a plein. Alors, ça dépend des saisons. Mais par exemple, il y a une odeur qui est un peu chelou. Hein. Je suis d'accord avec... On a compris que votre enfance a été... Non. Et alors ça, c'est lié à mon enfance, mais l'enfance de l'été. Et c'est une odeur que je continue d'aimer profondément. C'est l'odeur des platanes. D'accord. Cette odeur si étrange du platane l'été, qui est une odeur qui est assez cool et en même temps qui est pas... Voilà. Ça, c'est une odeur que je trouve qui est très propice à la réflexion. D'accord. C'est cette odeur qui, à la fois, qui va inviter à la sieste l'après-midi et en même temps qui va faire travailler. Et après, les odeurs qui sont propices à la réflexion, pour moi, c'est toutes les odeurs de l'intérieur. C'est l'odeur du bois ciré. Du feu de cheminée, par exemple. Un feu de cheminée, moi, j'en ai jamais eu dans ma vie. Donc, c'est pas du tout une odeur... C'est pas une odeur qui est très propice. Même si j'ai beaucoup joué avec ce truc, ces parfums qui jouaient sur la question des feux de bois, etc. Mais c'est pas une odeur qui m'est très familière. Ce qui est plus familier, c'est les odeurs l'odeur de tissu ou les odeurs de... Est-ce qu'il y a une odeur qui, pour vous, est particulièrement... Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la tarte à l'abricot, des pêches, mais est-ce qu'il y a des odeurs qui peuvent vous faire saliver? Ah oui, bien sûr. Alors, il y en a une particulièrement qui est l'odeur que j'aime le plus au monde, qui est l'odeur de la feuille de figuier. D'accord. Alors ça, c'est... Mais que vous aimez parce qu'elle vous ouvre l'appétit? Ouais. Ah bon? Ah ouais. C'est étonnant. Ah ouais, moi, c'est cette odeur du figuier chaud. Déjà, parce que ça me donne envie de manger les figues. Ouais. Et qu'il n'y a rien de meilleur pour moi qu'une figue qui est à l'intérieur. C'est quand même juste le plaisir le plus hallucinant qui puisse exister. Et puis parce que c'est vraiment un truc, parce que moi je cuisine beaucoup avec la feuille de figuier, je cuis en feuille de figuier. Une des plus anciennes recettes qu'on ait, c'est une recette de 4e d'Archestrate qui est de la bonite cuite en feuille de figuier. Je fais des huiles avec la feuille de figuier. Ça, c'est une odeur qui me... Ouais, vous mettez une odeur de feuille de figuier, j'ai faim. Ouais. Et j'ai longtemps porté ce parfum de diptyque, Philosykos, parce qu'il y avait ce truc de figuier. Ouais. Et de même que j'aime autant, et c'est pour ça que c'est un truc que j'ai toujours ici, qui est une odeur qui est très fragonard, qui est évidemment la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, que j'adore porter sur moi, et c'est ce que j'appelle mon devenir grosse brioche. De porter ça, ça me donne faim. Et j'aime énormément aussi de voir les yeux des gens quand j'arrive à l'école, quand je dis bonjour aux gens et que je sens la fleur d'oranger, et qu'on me regarde avec tout avec gourmandise. Avec toute l'enfance, de dire oh, ça sent la brioche. Ouais. Et voilà, ça c'est des odeurs, fleurs d'oranger, les odeurs de fleurs de citronnier, les fleurs les figuiers, tout ça c'est des odeurs qui me donnent extrêmement faim. Et puis toutes les odeurs salines. Parce que j'aime beaucoup la mer et puis j'aime bien les produits de la mer. Il y a un parfum par exemple qui me rend complètement dingue, qui est fait à Rome par un truc qui s'appelle Profumum Romain, et c'est un parfum qui s'appelle Acqua di Sale. Et qui est ce truc, ce retour de plage. Quand vous avez la peau qui sent... Salée. Ouais. Et ça, alors moi, c'est une odeur... Ça me iodé salé, quoi. Ouais.
Ça me donne faim, ouais. Aussi. Très, très faim. Ouais. Bon, il y a plein d'odeurs qui vous donnent faim. Je dirais pratiquement tout ce qui sent bon me donne faim. Ouais. Vous faites beaucoup de recherches sur des recettes justement antiques, grecques, anciennes. Et en quoi la cuisine antique est différente par rapport à la nôtre? Alors, j'imagine en plein de choses, mais qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ces recettes? Il y a deux choses différentes, parce que la cuisine antique romaine, on la connaît un peu plus parce qu'on a plus de recettes, on a beaucoup travaillé dessus. C'est une cuisine extrêmement riche, avec beaucoup de saveurs, très saturées. C'est le goût et l'odeur du garum, donc des saumures de poisson. C'est beaucoup d'épices, du sucre, des miels. C'est très saturé, la cuisine romaine. Ça, on arrive à peu près à la reconstituer, c'est un peu plus facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la cuisine grecque. Ouais. Alors là, parce que déjà, on a peu de choses, on a dire rien. Peu de manuscrits d'attestation. On a un manuscrit que moi j'ai retraduit il y a quelques années, qui est le livre d'Archestrate de Gela. Donc on a quelques fragments, mais on a essentiellement des recettes de poissons. Mais en même temps, c'est probablement des recettes de poissons pour une classe sociale assez élevée. Les Grecs sont très... C'est des recettes compliquées ? Alors, c'est compliqué parce que c'est un poème. Donc c'est un poème, donc c'est plus ou moins des recettes, mais plus ou moins pas. Alors c'est dans ce truc qu'il y a cette recette. C'est l'interprétation, du coup. C'est la benite en feuille de figuier, c'est une des plus précises. Okay. Donc ça, on sait comment on fait, mais le reste, c'est un peu plus compliqué. On sait que les Grecs mettent du fromage partout, mais quel type de fromage ? C'est compliqué, parce qu'on ne sait pas exactement. Alors c'est probablement comme aujourd'hui, on a en Grèce moderne, comme la misitra, c'est-à-dire une sorte de ricotta assez fortement salé, mais avec peu de goût, donc qui se met un peu partout. Un peu comme le yaourt dans la cuisine turque. Parce que plus solide, c'est un fromage beaucoup plus solide, beaucoup plus dur, qui a priori se râpe plutôt que se met en liquide comme dans la cuisine. On sait que l'Antiquité a probablement des yaourts, etc. Mais en fait, c'est très compliqué, la cuisine grecque. Et d'autre chose, c'est que les Grecs ont un rapport extrêmement compliqué à la nourriture. Pour une raison qui est très simple, c'est que les Grecs, c'est des toutes petites cités qui sont terrorisées par l'idée de la famine. Donc, on mange peu en Grèce. Et on mange... C'est frugal, la nourriture grecque. C'est que les Romains, parce que les Romains, c'est l'Empire, c'est comme nous. C'est la luxure, c'est ça. Nous, nos supermarchés sont pleins. Je veux un truc, je l'ai. Chez les Grecs, pas du tout. Pas du tout. Et on sait que chez les Romains, les prix deviennent complètement délirants. On sait que le rapport à la bouffe, il y a des halles où on fait ça, il y a des marchés aux Janssères où on fait ça. C'est tellement délirant qu'il y aura des lois somptuaires qui vont interdire des montants de dépenses, qui vont interdire certains types de banquets pour arrêter ça. Chez les Grecs, pas du tout. Chez les Grecs, c'est une nourriture qui est très frugale. Donc c'est un peu ça qui est compliqué. Mais moi, ça m'intéresse, ce rapport à la nourriture et au traumatisme alimentaire. Enfin, aux angoisses en tout cas. Parce qu'ils avaient ces angoisses. Les Grecs sont terrorisés par l'aliment. Ils sont terrorisés par le manque. Terrorisés par la famine. Mais oui, parce que c'est des toutes petites cités. Il faut imaginer, vous habitez au 5e avant JC, vous avez une cité qui fait 15 000 personnes. Si vous vous plantez dans les récoltes ou dans l'élevage, vous crevez la dalle l'hiver. Hein. Oui, et ils ont dû le vivre pour le... forcément. Et d'où la question de la politique. C'est-à-dire la politique, elle est là pour ça, pour gérer ce fameux, le crémin, qui est vraiment la fourniture. Et le truc, si vous vous plantez, on vous fout dehors. C'est vraiment la fondation de la politique, c'est ça. Est-ce que vous avez un parfum qui pourrait représenter la liberté ? Parce que je parle à un philosophe, donc du coup je vais... Oui, celui que je porte là-haut, qui est Acqua di Sale de Profumum Romain. C'est le parfum de la liberté. Pour moi, ouais. Ouais, ça sent l'iode, ça sent la mer, ça sent le... Vous n'êtes pas le premier à me le dire. C'est vrai ? Ouais. C'est un peu un cliché. Hein, non, pas forcément. Je dis pas que c'est un cliché, je dis que c'est... En fait, ce qui est étonnant dans les odeurs, et ce qui m'amuse beaucoup en faisant ce podcast, c'est qu'on retrouve des intemporels. Oui, évidemment. Ouais. Et que quand même, on pourrait justement imaginer de dresser même un portrait social. Ça, oui, j'en suis sûr. À travers les odeurs. Vous n'êtes pas le premier à me dire que oui, l'odeur, et c'est évident, c'est l'évasion, c'est la mer. Et pour autant, la mer qui est aussi une immense prison. C'est-à-dire que la mer, vous la regardez, c'est la fin. Et que le concept de liberté est un concept qui est compliqué. C'est-à-dire la liberté, au fond, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est, pour moi, ce qui est le sens de la liberté. C'est pour ça que je vous réponds sur cette odeur de la mer et ce truc qui est vraiment la question de la pensée grecque. C'est être face à la mer. C'est deux choses. C'est concevoir ce que les Grecs appellent un problème, c'est-à-dire un blocage. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Et à partir de ça, je vais être obligé de réfléchir. C'est ça la liberté. Et l'odeur de la mer, c'est un peu ça. C'est ce truc qui fait que c'est ma limite, c'est mon orismos, c'est-à-dire je peux pas aller plus loin parce que je peux pas. Et qu'à partir de ça, je vais être obligé. C'est ce que fait Démosthène. Il est devant la mer, il se met des cailloux dans la bouche et il parle. Et il faut arriver à articuler un truc par rapport à ça.
Et c'est pour ça que je vous réponds à cette question-là. C'est-à-dire que la liberté, pour la liberté, ça n'existe pas. La liberté, c'est juste la capacité à être encore en mesure d'analyser les objets du monde. Et la mer m'oblige à ça, puisque, comme la montagne d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, j'ai un truc devant moi, et que de toute façon, je ne pourrais pas y aller. Soit je l'escalade au risque de ma vie. Au risque de ma vie, et la mer, c'est pareil, soit j'y vais au risque de ma vie, mais je ne vais pas aller bien loin. Est-ce qu'il y a un parfum qui vous permet de vous évader ou de vous transporter dans un lieu? Un parfum, c'est-à-dire... Un parfum, une odeur. Une odeur alors là, c'est en partie ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui me permet de m'évader sur la question des odeurs, c'est tous ces éléments qui sont plutôt végétaux ou floraux. C'est pour ça que j'ai autant aimé les odeurs de feuilles de figuier. C'est pour ça que j'aime autant, chez Fragonard, cette odeur de fleurs d'oranger. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Oui, tout de suite, ça m'ouvre à une possibilité de... Ouais. Ou c'est pour ça que, par exemple, j'aime autant le vétiver aussi. Des odeurs plus terreuses, plus de racines. Qui envoie effectivement, puisque c'est du végétal, là ça envoie au voyage. Parce que là, il y a la possibilité. Ou aussi, c'est pour ça que... Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec une artiste extraordinaire qui s'appelle Julie Fortier, qui est la seule artiste française qui travaille avec le parfum d'ailleurs. C'est la grande passion de Julie. Moi, je vous ferai sentir un parfum en bas, parce que j'ai une œuvre d'elle en bas. Elle travaille beaucoup sur le pétrichor. Oui. C'est essentiellement l'odeur des molécules qui sont libérées quand la pluie tombe sur la terre. C'est cette odeur de cave, de moisissure, de presque de champignons, de terre qui est gorgée d'un truc qui est... Ouais. Et c'est une des odeurs préférées, en général, des gens. Ben oui, c'est étonnant, hein. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, à mon avis, c'est presque atavique. Ah, c'est l'odeur là où on a les pieds, quoi. C'est l'odeur là où on a les pieds, mais même encore hier, je veux dire, je suis à Arles, la pluie. Ah, la pluie d'hier, ouais. En plein mois d'août, quand il fait hyper chaud et que la pluie arrive, c'est quand même génial. Cette odeur qui arrive, c'est une des odeurs les plus hallucinantes. Alors, même si nous, ici, il y a du bitume et c'est moins pétrichor que quand on est à la campagne, mais quand même, ouais, bien sûr. Ouais. Elle est là, la goutte d'eau qui tombe sur la pierre chaude. Ah bah oui. Et puis moi, je sais qu'ici, moi j'habite une vieille maison du 18e, donc j'ai de la pierre partout. Et particulièrement au rez-de-chaussée, quand il y a un peu d'humidité l'hiver, le pétrichor ressort à une force. Mais ça, c'est une odeur. Et Julie a beaucoup travaillé sur ces odeurs de pétrichor, à des odeurs très très denses et très fortes. Et oui, ça c'est toutes ces odeurs de terre, de végétaux. Ça, c'est les odeurs qui m'ouvrent le plus à un voyage. Ouais. Est-ce qu'il y a une odeur particulièrement étrange que vous auriez aimé, que vous aimeriez partager, que ce soit en cuisine ou dans la vie, mais... Étrange. Ouais, étrange. Ah oui, il y en a une, qui est une des odeurs que j'aime le plus, qui est l'odeur du citron noir. Ok. Le limo iranien. Ouais. Cette odeur qui est à la fois une odeur de bois, d'encens. Alors, j'aurais pu répondre aussi l'encens. L'encens, c'est une odeur qui me tarabuste beaucoup. J'aurais pu répondre aussi le mastic. Mais c'est ces odeurs. Ça, alors voilà, c'est ces odeurs un peu de résine. D'accord. Voilà, ça, c'est les odeurs qui m'hallucinent le plus. À un moment, en cuisine, je travaillais avec les akènes des cyprès, c'est-à-dire les pommes de pin des cyprès. Les résines, c'est peut-être les odeurs que je trouve les plus étranges. D'où la fascination pour l'encens, fascination pour le mastic de kiosque, ou le citron noir qui a cette odeur un peu résineuse et un peu étrange. Brûlé, carbonisé, caramel. Ouais. Si l'amour était un parfum. Oh alors là, je vais pas être très original. Si l'amour était un parfum, c'est la peau de la personne qu'on aime. Alors là, je vais vraiment pas être... parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il y a tellement de personnes qu'on voudrait aimer et qu'on ne peut pas. Alors moi, je suis un peu sensible avec ça, parce que simplement l'odeur de la peau ou l'odeur des cheveux, on n'y arrive pas. Donc oui, l'odeur de l'amour, c'est l'odeur de la peau de la personne qu'on aime. Alors là, pour le coup, aucun doute. Ça, c'est sûr. Ouais, et ça, c'est sûr. Pour terminer, l'odeur du bonheur. Oh, la feuille de figuier. Très bien. Ah ouais, feuille de figuier ou la fleur d'oranger, mais c'est vrai, l'un ou l'autre. Ouais. Mais feuille de figuier, oui, c'est vraiment l'odeur du bonheur. Ouais. Merci beaucoup, Fabien. Avec un immense plaisir. C'était formidable. Merci. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr à partager le podcast.